Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur IRM.radio, il est 20h et vous êtes sur Pimp My Life, la première émission de développement personnel 100% sans bullshit. Vous pouvez aussi nous regarder nos têtes, si vous voulez voir nos gueules en fait. Vous allez tout simplement, vous allez sur Twitch Radio, donc vous connectez à Twitch et vous allez sur Twitch Radio. Alors, today, on va parler de dépendance affective. Alors, j'ai pas encore le toutou. Alors, dépendance affective. Donc, regarde, à la maison. Si tu sais que tu préfères rester avec un mec ou une fille et tu sais que ça ne te convient pas du tout, mais tu préfères rester avec plutôt que être toute seule ou tout seul, c'est probable que tu souffres de dépendance affective. Donc, si tu as du mal aussi à rester tout simplement tout seul, ça peut être vraiment un signe. Alors, aujourd'hui, pour parler de ça, nous avons l'honneur d'accueillir une psychologue, les gars. Une psychologue qui s'appelle Maïmouna Seck. Bonsoir, Maïmouna. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien. Oh, toi, là, les gars, on est à la bonne franquette ici. Alors, merci beaucoup et bonsoir aussi à Mégane qui est à ses côtés en ce moment. Bonsoir tout le monde et bienvenue à tous. Merci. À Idriss, l'intervieweur fou. Salut, bonsoir. Oh, mon micro, il est... La réverb de ouf. Ouais. Alors moi, je suis dans la pièce de théâtre. C'est bon, magnifique. C'est bon, Mais c'est bon. J'aimais bien avec l'écho, ça faisait genre ici la voix. Et à côté de toi, nous avons une beauté ce soir. Merci. Nous avons Lula Morales. Salut. Alors, Lula, il faut savoir qu'elle est coach en séduction pour les hommes et elle est là ce soir aussi pour nous parler avec Maïmouna de dépendance affective. Comment tu dis ça, je kiffe. Ouais. Moi, j'aime la dépendance Alors, les gars, petit programme de la soirée quand même. On va démarrer très fort parce que on est là avec une experte, on est là avec une psychologue qui va, bien sûr, il y a l'intervieweur fou, hein, il va pas y échapper, il va l'interviewer et bien Je sûr. m'excuse d'avance. Et bien sûr, elle va nous délivrer des tips très pratiques sur comment s'en sortir. Parce que j'imagine que si à la maison, tu n'arrives pas à rester tout seul et tu préfères être avec quelqu'un qui ne te convient pas du tout, plutôt que tout seul, c'est que tu as envie de t'en sortir. Donc ce soir, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour réussir à sortir de là. Donc on va interviewer Maïmouna pour avoir vraiment des tricks. Des tricks, on dit? Non, c'est ça, c'est des tricks, voilà. Parce que sinon... Non, Idriss, arrête. Bon, voilà, ça dégénère. Seul contre tous. Ça dégénère, voilà. Ça fait qu'une minute qu'on a commencé. Alors les gars, discipline. Et ensuite, on va regarder avec Mégane tout ce qui se fait un petit peu sur Internet, tout ce qui fonctionne, en fait, toutes les méthodologies, peut-être des bouquins, vraiment des conseils, encore une fois, pratiques. Et ensuite, on va terminer par la rubrique, comme vous le savez, la rédac a testé pour vous, où on va regarder ensemble les expériences des membres de ce jury. Donc, est-ce que nous-mêmes, nous avons vécu la dépendance affective? Je vais vous spoiler, moi, bien sûr que oui, hein, et je vais vous expliquer aussi tout ce qui est lié à la culture italienne. Donc, si ça vous intéresse de savoir pourquoi les femmes italiennes, souvent, elles sont dépendantes affectives, restez jusqu'au bout. Et voilà, donc je pense qu'on peut démarrer cette superbe émission avec quand même une petite définition de la dépendance affective. C'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est où, c'est comment? Ah, c'est quoi ça, vrai la que méthode c'est de marketing, important là, de QQQ, machin, là. QQQ, Voilà. ouais. Alors, c'est quoi? Tout simplement, c'est... Est-ce que tu veux que je donne la définition? Ah voilà, sauvé par le gong, hein. Merci. Vas-y. Donc, la dépendance affective, en fait, il faut savoir que c'est vraiment ce besoin d'avoir l'affection de quelqu'un d'autre, quitte à se négliger sa propre personne. Donc, on ne peut pas vivre tout seul. On a besoin de l'autre. Mais il ne faut pas penser, parce que beaucoup de personnes pensent que la dépendance affective, c'est que dans les relations amoureuses. C'était ma question. Ah, je t'ai Bien joué. devancé. Ça peut être avec les enfants, ça peut être avec les parents, ça peut être avec son chien, son chat, son poisson rouge. Non, en fait, ça peut être, on va dire, je vais englober plein de trucs, mais ça peut être dans les relations amicales, comme dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations professionnelles.
On met souvent de côté le professionnel, mais on peut être dépendant affectif dans les relations professionnelles. Ah oui. Dans les Oui. rapports hiérarchiques, Que verticaux. que ce soit dans les rapports hiérarchiques, mais aussi entre collègues. Par exemple, quand on a une décision à prendre, quand on nous donne un travail à faire, qu'on a une décision à prendre et qu'on n'arrive pas à prendre la décision, qu'on est obligé de demander l'avis à un collègue avant de se dire « Ah, c'est la bonne décision », et on va pas dire directement que vous êtes dépendant affectif quand vous demandez des fois des conseils, mais quand c'est répétitif et qu'on n'arrive pas à prendre une décision tout seul, on est dépendant affectif. Comme le dirait cette grande philosophe qui est Aya Nakamura, qui va se négliger, je vais pas me négliger, et si c'est fini, c'est la vie. Voilà, Oui, c'est ça, en fait. Wow. C'était le moment. Ouais, je sais, c'était la quote du soir. Voilà, je vous l'ai donné. Mais par La contre, petite punchline. Et on est à la radio, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec la musique. Oui. mais Il y avait Lula qui voulait dire quelque chose. ouais, en fait, je savais pas du tout que la dépendance affective, elle pouvait se manifester aussi au travail. Je trouve ça super intéressant. Mais j'essaie de comprendre le lien entre je suis dépendant affectif et je ne suis pas capable de prendre une décision sans solliciter l'avis d'une autre personne au boulot. En fait, ça en fait partie. Il y a plusieurs points avant de dire qu'on est dépendant affectif, bien sûr. On n'est pas obligé de regrouper tous les points, mais quand on regroupe la plupart du temps, les gens qui sont dépendants affectifs au travail le sont aussi dans leurs relations intimes, personnelles. Ça veut dire que ils ont du mal à prendre une décision seuls au travail, mais dans leur vie, dans la vie de tous les jours, ils ont du mal aussi à prendre des décisions seuls. Donc, ils vont demander des avis à leurs amis, à leur famille, à leurs partenaires. Donc, indépendant affectif au travail, c'est sûr, on va dire à 90% qu'il est dépendant affectif dans la vie personnelle. Ça commence à partir de quel moment là, pour les personnes qui écoutent, à partir de quel moment on considère que tu es dépendant? En fait, si tu veux, disons que c'est un état pathologique. Donc, pathologique, ça veut dire que tu peux être... c'est quelque chose qui est considéré donc mauvais, entre guillemets, à partir du moment où ça te provoque une souffrance. C'est ça. Si tu demandes du conseil à quelqu'un et que, tu as le conseil, c'est tant mieux parce que, voilà, tu es peut-être juste un manque de sécurité, de confiance en toi. Par contre, si à partir du moment où tu n'as pas ce conseil, tu es incapable de passer à l'action et tu souffres parce que tu te sens en deçà, tu trouves toujours que tu n'es pas assez, là, bien sûr, tu es dans le cadre pathologique, entre guillemets, donc tu es en pleine dépendance affective. Après, en psychologie, on dit souvent que être dépendant affectif, en fait, c'est vraiment être dans l'incapacité psychologique de vivre par soi-même, mais pour soi-même aussi. Ça veut dire que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu as besoin des autres pour vivre. Parce que tu vas chercher à combler certains besoins dans tes relations avec les autres ou avoir la reconnaissance de l'autre dans tes relations parce que tu as un manque de confiance en toi. Oui, c'est ça en fait. C'est le manque de confiance en soi, ça joue beaucoup sur le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi-même, ça joue beaucoup. Après, il faut savoir que les personnes qui sont dépendants affectifs, il y a une histoire derrière, donc ça vient pas comme ça. La plupart du temps, et nous les psychologues, c'est vrai qu'on regarde beaucoup quand on a des personnes en consultation, on regarde beaucoup leur vie antérieure, donc vraiment quand ils étaient petits, comment ça se passait dans leur famille, voilà tout ça. Alors comment ça se passe justement concrètement, Serge? Donc pour le rappeler, donc tu es psychologue. Oui. C'est important parce que donc ton activité, alors il y a psychiatre, psychothérapeute. Maintenant autour du psy il y a plein de choses. Oui, il y a plein de trucs. En tant que psychologue, Psychopathe aussi. Psychorigide. psychorigide. Ok. Et donc par rapport à tes patients, on dit patients? Oui. Clients, patients. Ça dépend en fait, ça dépend. Ça dépend où on est. Des fois on dit patient, des fois on dit client, ça dépend vraiment. Alors est-ce que tu en as beaucoup qui viennent consulter parce qu'ils sont dépendants affectivement? Moi en fait, je suis psychologue spécialisée dans la psychopathologie clinique, mais plutôt enfants, adolescents et parentalité. Après, j'en ai rencontré des dépendants affectifs, j'en ai vu dans ma vie, donc j'ai pu parler avec des dépendants affectifs. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont vraiment, quand ils ont eu je veux dire, un manque de considération quand ils étaient petits. En fait, ils n'ont pas eu l'attention qu'ils devaient avoir de leurs parents. Ou ils ont été très jeunes, confrontés eux-mêmes en fait, à la vie et ils ont dû être, comment dire ça, être là pour les autres. Et quand ils ont grandi, maintenant, ils ont besoin des autres en fait. Ils ont besoin de la reconnaissance des autres. Ils ont besoin qu'on leur dise toujours, c'est bien ce que tu
Ça peut être le cas de personnes, par exemple, qui ont eu un parent décédé, du coup, ils ont dû faire le papa de la maison parce que le papa est décédé, et du coup, ils ont pris en charge les petits de la famille, les frères et sœurs plus jeunes, ou des personnes où les parents travaillent beaucoup, et ils sont tout le temps avec, on va dire, la nounou, mais ils n'ont pas cette affection de leurs parents qu'ils devraient avoir. Et donc, qu'est-ce que ça a comme impact d'être dépendant affectivement ? C'est un impact sur la vie, sur l'épanouissement personnel, pardon. Surtout sur l'épanouissement personnel, sur les relations aussi. C'est vraiment un frein aux relations saines. C'est-à-dire ? En fait, un dépendant affectif, il va la plupart du temps demander beaucoup, mais pas beaucoup trop d'attention à son partenaire. Donc, il va tout le temps être là. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Paniquer quand la personne ne répond pas. Je valide. Non, j'ai envie de dire oui. J'ai pas le choix, j'ai un couteau sous la gorge. Non, mais vraiment. Donc, est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es avec qui ? Beaucoup de jalousie. Voilà. Il y a beaucoup de jalousie. La jalousie maladive. Donc, il y a des personnes possessives. Possessives. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est parce que je l'aime. Non, c'est juste parce que vous êtes égoïste. Mais c'est manque de confiance en soi. Ouais, manque de confiance en soi aussi. Ça va favoriser la perte de confiance en soi. Donc, ça va le favoriser. Ensuite, aussi le fait de ne pas pouvoir prendre des décisions seul, d'être toujours en attente de l'approbation de quelqu'un. C'est vraiment ça. Je vais me permettre un parallèle avec mon travail parce que, nos travaux sont potentiellement complémentaires parce que moi, je suis vraiment là pour, entre guillemets, la surface, à délivrer une méthode, mais effectivement, il y a des situations dans lesquelles je peux me retrouver confrontée avec mes élèves. Il y a quelque chose que je vois très souvent avec mes élèves, c'est et je l'ai fait moi-même quand j'étais plus jeune, c'est qu'ils vont chercher, en fait, chez les autres, notamment quand ils viennent avec des fixettes, vous savez, des obsessions pour quelqu'un. Genre, la plupart du temps, c'est ce qu'ils font, ils me sollicitent parce qu'ils sont fixés sur quelqu'un et ils veulent de l'aide pour récupérer cette personne. Et la première chose que je leur propose de faire, c'est justement de se demander qu'est-ce que cette personne représente ou quelles sont les qualités que cette personne détient qui, en fait, selon toi, manquent chez toi. Quelle est la qualité que cette personne a qui te fascine le plus ? Parce que la plupart du temps, je dis à mon élève et je dis à mes élèves, je te recommande en fait plutôt d'essayer de t'approprier en fait ce que tu as vu en cette personne qui te fait défaut. Et en fait, on se rend compte que quand justement mes élèves s'approprient en fait ce que cette personne représente, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'un futur, ou qu'il s'agisse d'une qualité ou qu'ils aimeraient avoir, auquel ils aspirent, et qu'ils se l'approprient, cette personne perd un peu justement la cristallisation qui fait que justement ils sont beaucoup moins fixettes. Oui. Ah, c'est très intéressant, et en plus on admire souvent chez les autres ce qu'on n'a pas en nous-mêmes. Absolument. C'est très intéressant ce que tu dis. Absolument, et c'est alors chez les hommes, j'ai l'impression qu'ils sont très attirés par, quand ils fixent sur des femmes, c'est souvent pour ce qu'elles représentent. Et chez les femmes, j'ai constaté, et ça a été mon cas aussi, que je fixais beaucoup sur les hommes et pour ce qu'ils étaient en fait. Et je ne voulais pas les avoir eux, en fait, je voulais être eux, quelque part. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, c'est-à-dire que tu vas... Mais du coup, est-ce que ça peut être assimilable à de la dépendance affective ? Est-ce que tu souffrais pour ça ou pas ? Complètement, mais alors en l'occurrence, je soumettais cette situation-là, mais Maïmouna, c'est mieux que moi. Donc tu peux nous dire, toi, justement, si pour toi, il y a un parallèle à faire ou si c'est inclus dans des cas de dépendance affective. En fait, ça dépend des personnes. Après, tu sais, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, nous, les psychologues, on fait vraiment le tour de la question. On regarde l'origine, en fait, de cette dépendance affective, d'où la provenance, en fait, et tout le cheminement qui a fait que cette personne est devenue dépendante affective pour ensuite pouvoir faire un travail thérapeutique avec cette personne et l'aider à sortir de cette dépendance. Mais justement, comment tu fais pour qu'elle sorte de cette dépendance ? En quoi ça consiste ton travail ? Une fois que, imaginons la personne, elle t'est expliqué, par exemple, je sais pas, j'étais maltraitée quand j'étais petite. Vraiment, on prend le cas assez grave où vraiment il y a eu violenté même, tu vois, physiquement. C'est pas juste j'ai eu la perception de ne pas être aimée, mais là, quelque chose de grave. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, la personne, elle va se rappeler de son père ou de sa mère lui ayant dit quelque chose de très négatif, très cassant quand elle était petite. Et donc aujourd'hui, rationnellement, elle se rend compte que ça vient de là, elle le sait, elle sait que ça ne la sert pas de penser ça, mais elle continue, elle ne peut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que tu fais vraiment pratico-pratique ? Si demain il y a une patiente
patiente qui vient, qu'est-ce que tu lui dis? En quoi ça consiste ton travail? Parce que j'imagine que c'est plus long qu'une seule séance. Oui, c'est pas une seule séance qu'on arrive à... Ouais, mais comment tu bâtis ton protocole pour qu'elle puisse sortir de ça? En fait, le protocole il est tellement compliqué à expliquer parce que nous, le travail de psychologue, des fois les gens ils disent oui, vous faites que nous écouter. Non, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on accompagne la personne déjà à se rendre compte de ce qui lui arrive, on va dire de la pathologie qu'elle a ou non. Et ensuite, on fait, on va dire, un travail thérapeutique. Ça veut dire qu'on va travailler sur toute la question, de comment vous dire ça? De se réconcilier avec soi-même déjà. Oui, c'est qu'on se réconcilie avec soi-même, mais en fait, on va pas directement attaquer ce point-là. On va pas attaquer directement ce point de il faut que tu te réconcilies avec toi-même. Non. Bah déjà, un psychologue, ça fait pas ça, je pense. C'est ça, en fait. C'est plus les thérapeutes. C'est oui. plus les thérapeutes qui font ça. Parce que nous, psychologues, on est plus... Enfin, c'est pour ça qu'il y a plusieurs branches. Tu fais en sorte que la personne, elle trouve la solution d'elle-même. Voilà, vous êtes un ça. guide. Voilà, nous, on est plus un guide. Un ange gardien. Voilà. tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Ça compte. Ou sinon qu'elle se raconte une histoire différente peut-être et qu'elle arrête de ressasser la même histoire. En fait, nous, psychologues, on est dans l'accompagnement. Voilà, c'est ça le mot. On est dans l'accompagnement de la personne pour qu'elle puisse trouver elle-même la solution. Je veux bien, mais en quoi c'est quoi les questions que tu vas lui poser peut-être, tu vois? Bah, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de l'histoire. Je peux pas te dire là tout de suite. Je poserai cette question-là parce que ce serait sur le moment T. On peut pas l'organiser. C'est pas un truc qu'on organise en fait. Donc c'est pour ça que je peux pas te dire je dirais ça. Après, les psychothérapeutes, eux, ils seront plus dans l'accompagnement, mais ils vont aussi donner des solutions à la personne. Ils vont lui donner parfois des exercices à faire à la maison. Par exemple, une personne qui n'arrive pas, qui a peur d'être seule et qui n'arrive pas à être seule, eh ben on va lui conseiller de parfois se donner des moments où elle va faire des activités que pour elle en fait, ou des moments où même si elle a cette envie d'avoir quelqu'un à côté d'elle, et de trouver une autre activité, de trouver autre chose qui lui permette d'être toute seule et de le faire pendant un petit moment. On va commencer par lui dire une fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et petit à petit, en fait, la personne va se rendre compte elle-même qu'elle peut être seule et qu'elle n'a pas besoin des autres pour pouvoir exister. Et elle va pouvoir d'elle-même, sans qu'on ait besoin de lui dire le lundi, tu essayes de te prendre, on va dire, 1 heure. Elle va arriver d'elle-même, se dire, ce week-end, je fais un truc toute seule, je vais ni voir ma famille, je vais ni voir mes amis, et je le fais sans mon partenaire. Donc ça passe par se recentrer sur soi, faire des choses sur soi qui nous font plaisir. Oui, c'est ça. Et puis peut-être aussi apprivoiser sa propre présence, s'habituer à être seul avec soi-même et apprécier sa propre compagnie, c'est ça? Oui. Franchement, ouais. Est-ce que ça peut être culturel aussi? C'est-à-dire en fonction des cultures. Tu es d'origine sénégalaise, moi je suis d'origine tunisienne, enfin on a tous des origines, n'est-ce pas Mégane? Mégane, elle est d'origine française, et Lytien. La dernière fois je me suis fait clasher là-dessus. Donc Mégane d'origine française, je prends tout le monde. Mais en fonction de nos origines ou de notre culture surtout, est-ce que ça a des différences du coup dans notre éducation sur la dépendance affective? En fait, je dirais oui et non. Parce que l'éducation, ça joue beaucoup. Et c'est vrai que l'éducation, je vais englober, parce que je sais que c'est pas partout pareil, mais l'éducation africaine, par exemple, on est tout le temps avec notre famille. On est tout le temps avec notre famille. Ça veut dire que maman l'a tout le temps au téléphone, papa aussi. Voilà. Ça a un gros impact. C'est ça. Et pareil, quand on prend une décision, on a cette habitude de consulter la famille avant de prendre la décision. Ça veut dire que si j'ai envie de faire un projet, un gros projet, je vais vouloir faire mon projet, mais je vais appeler ma mère, je vais appeler mon père pour savoir si ils sont d'accord ou pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, si c'est un bon truc ou pas. Bien sûr que s'ils me disent que c'est pas ce qui est le mieux pour moi et tout, ça va me faire réfléchir. Et si je suis pas déterminée à le faire, je vais laisser tomber. Alors ça, c'est quelque chose, je vais me permettre, désolée, c'est un truc que j'explique beaucoup à mes élèves. C'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, effectivement, des gens qui ont des difficultés justement à prendre leurs propres décisions. Et on en parlait tout à l'heure, justement.
des gens qui, justement, ont la famille autour qui peut te mettre la pression ou en tout cas t'inciter très fortement à prendre des décisions qui sont à toi. Et moi, la question que je pose toujours à mes élèves, c'est au bout du compte, qui c'est qui aura à subir les conséquences de tes décisions ? C'est ça. C'est toi et toi seul. Donc, ne laisse personne prendre des décisions pour te forcer à prendre des décisions dont tu seras la seule personne à en subir les conséquences. S'il t'impose de marier quelqu'un, au final, c'est toi qui vas dormir avec cette personne le soir. Donc, c'est à toi de décider ce que tu vas faire. C'est ça, en fait, parce que c'est vrai que, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'avec les familles africaines, on a cette habitude de demander l'autorisation. Et quand on va présenter, je reviens juste sur ce que tu dis, mais quand tu vas présenter quelqu'un, et si ta famille te dit, non, c'est pas une bonne personne, moi, je te conseille de marier telle personne parce qu'on connaît sa famille, ou on connaît cette personne, et tu vas te dire, mes parents m'ont dit que c'est une bonne personne, donc je vais aller vers cette personne-là. Il y a une influence, du coup, qui est négative. Pour revenir sur la thématique de la dépendance affective, ça veut dire que dans la culture africaine, on va moins trouver peut-être ce souci-là, justement. Oui. Vu qu'il y a plus d'encadrement, la culture maghrébine aussi. Je ne sais pas en Italie si c'est le cas aussi ou pas. Parce que oui, en Italie, on en parlera tout à l'heure, mais en Italie, c'est pareil. Il y a beaucoup le sens de la famille. Et même ce qui pose problème, entre guillemets, c'est qu'on passe de la famille au mari. Tu vois ? Donc, tu n'as pas cette phase en France, tu vois, tu as 18, 19 ans, tu pars de chez toi, tu as une piole, et ensuite, tu es habitué, tu vois, tu vis ta vie tout seul, tu fais tes expériences, et c'est qu'au bout d'un moment que tu vas te marier. En Italie, il y a encore aussi à cause... déjà, l'Italie, c'est un pays vieillissant, donc les enfants, il y a de moins en moins d'enfants. Ils restent de plus en plus longtemps avec leur famille. Aussi parce que souvent, le salaire d'une personne n'est pas suffisant pour te permettre de prendre ton envol. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui, à 18-20 ans, vont vivre tout seul dans un studio. C'est presque inexistant. Donc, quand il se passe comme ça veut dire qu'au final, pour pouvoir vivre en couple, tu vas te marier. Ou tu vas vivre en concubinage. Mais qu'est-ce que je veux dire, tu passes de ton père à ton mari. Oui, mais si j'ai bien compris, c'est pas à ce moment-là en fait où la dépendance affective se crée. C'est justement avant, quand on est enfant, parce que tu as des enfants, donc encore une fois, donc j'ai compris que je pense que c'est culturel, mais tu as des enfants qui ne reçoivent jamais de je t'aime, de bisous, de câlins, et c'est, je pense, à ce moment-là en fait où la dépendance affective elle se crée, parce que tu ne grandis pas avec amour, et donc après justement c'est là où tous les problèmes se créent. Après ça doit dépendre des personnalités. Voilà, aussi. ça dépend. Exact. Ça dépend, parce que ça peut commencer dans l'enfance, mais ça peut commencer aussi à l'adolescence, mais même en étant, par exemple, suite à une rupture, tu peux devenir dépendant affectif. Voilà, donc ça dépend vraiment. Il y a plusieurs cas différents. C'est ça, il y a plusieurs cas différents. Et c'est pour ça que je dis, en tant que psychologue, on traite, en fait, pour nous, chaque personne est différente et vient avec son histoire. Donc on traite par rapport à l'histoire de la personne, en fait. Mais si là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en dépendance effective, effective aussi. Sans dépendance d'effectif, là, on est tous taffés, c'est la merde. Voilà, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes-là, vraiment? Déjà, prendre du recul et se rendre compte qu'on est vraiment dépendant affectif. Ça, c'est le premier truc à faire. Ensuite, c'est vraiment faire un travail de développement personnel et voir un suivi thérapeutique. C'est bien aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a du mal à être seul, de pouvoir se trouver des temps pour être seul. En fait, le mettre dans son planning, on va dire, vraiment le mettre dans son planning, c'est une tâche au début. Certes, c'est une tâche, mais avec la répétition, ça va devenir l'enseignement passe par la répétition. Voilà, ça va devenir automatique. Ensuite aussi, je pense que la dépendance affective aussi, c'est une mauvaise gestion des émotions, en fait. En fait, dans la relation amoureuse ou amicale, c'est vraiment une mauvaise gestion des émotions. Donc, pour remédier à ça, je conseillerais aux personnes de faire des activités, par exemple les activités sportives. Ça permet de vraiment évacuer. Le théâtre. Ça permet de passer par plusieurs émotions. Moi, je sais que j'ai fait du théâtre et ça permet vraiment de pouvoir déjà libérer les émotions négatives. La méditation, nous, psychologues, on peut proposer la méditation parce que ça aide beaucoup. Là, une méditation en pleine conscience, surtout. Et du coup, là je dis la méditation en pleine conscience, donc explique pour les personnes qui ne pourraient pas savoir ce que c'est, ça veut dire en fait, quoi? La méditation en pleine conscience, c'est juste prendre conscience de son état présent, être dans le présent, en fait. Donc, pour faire de la méditation en pleine conscience, vous pouvez aller directement sur YouTube, vous tapez méditation en pleine conscience, il y a plusieurs psychologues, coachs, de personnes qui ont fait vraiment la formation, qui font des vidéos
Comme Deepak Chopra, tu connais? Ah oui. Non, je connais pas. Deepak Chopra, c'est un peu le ténor de la méditation. Sérieux? Tu mets-le sur YouTube, il est incroyable. Voilà, il vous a donné un nom, donc vous pouvez aller voir. Et en fait, il faut déjà au début de la vidéo, il vous explique un petit peu il faut vous mettre dans un endroit calme, être vraiment détendu, donc ça aide beaucoup pour chasser tout ce qui est émotion négative. Et après, le conseil que je peux donner, si vous n'y arrivez pas, parce que je sais que c'est quelque chose de compliqué, c'est facile à dire, mais c'est compliqué à mettre en place, allez voir un spécialiste. Donc, vous pouvez aller voir un psychologue, un psychothérapeute, vous pouvez en parler à votre médecin traitant, il va vous rediriger. Donc, ça, c'est, je pense que c'est une solution pour les personnes qui se disent, en fait, c'est simple de le dire, mais je ne sais pas comment faire pour le mettre en place. Et si je reviens à la méditation, selon toi, pour que ce soit efficace, il faudrait en faire tous les combien, en fait, pour quantifier? Souvent. Il faudrait vraiment le faire souvent. Tous les jours? Tous les jours, ouais, tous les jours. Oui, Après, c'est très compliqué parce que quand on commence la méditation, c'est compliqué de rester dans la méditation. Il faut être très concentré. Donc, pour commencer, on peut se... En fait, faut pas dire à quelqu'un, il faut le faire tous les jours parce qu'il n'y arrivera pas. Au début, il faut partir sur une semaine. Tu le fais une fois par semaine. Après, tu le fais 2 fois par semaine. Tu te prends 5 minutes par jour. Même 5 minutes par jour, on peut essayer de prendre un temps pour soi. Voilà, déjà prendre un temps pour soi. Mais c'est compliqué de dire à quelqu'un, fais-le tous les jours. Mais c'est bien. C'est un peu comme le sport au final. Quand quelqu'un n'a jamais fait de sport et qui commence à faire du sport, si on dit tout de suite, faut que tu ailles tous les jours, et la personne, elle va se démotiver très vite. Ouais, il aurait du mal. Mais c'est vrai que pour que ça fonctionne, pour avoir tous les effets bénéfiques, il faudrait le faire tous les jours. Et vraiment tous les jours. Après, si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent, il faut une moyenne de 66 jours. Ça peut aller de 30 à 21 à 90 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Donc, moi, ce que je conseille aux gens en général, effectivement, c'est de faire un petit tracker pour traquer justement leurs activités, notamment l'activité de méditation. Mais le plus important, c'est pas de le faire tous les jours et d'avoir un maximum de cases cochées. C'est qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de cases cochées. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est 3 semaines pour que ça devienne une habitude et je crois 3 mois pour que ça devienne un mode de vie. Les 21 jours de Mégane. Faut qu'on fasse un truc les 21 jours de Mégane. Est-ce qu'on va avoir d'ailleurs, Mégane, si tu as regardé, est-ce que tu as encore un bouquin 21 jours pour j'arrête d'être dépendant affectif? Alors j'ai varié, moi j'ai trouvé pas mal de choses, j'ai trouvé des podcasts, des bouquins, des chaînes YouTube. Un peu plein de choses. Alors tout d'abord, j'ai trouvé un test pour évaluer sa dépendance affective. Ah, intéressant. Sur le site de psychologie.com qui est un test en 23 questions où vous répondez à des questions diverses et variées qui vous permet d'évaluer votre niveau de dépendance affective. Ensuite, sur YouTube, il y a une psychologue qui s'appelle Christelle Albaré qui a créé une chaîne YouTube, je ne sais pas si tu connais. Et notamment, elle a fait une vidéo de 3 heures qui revient. Elle a dû bien détailler le truc. T'as perdu tout le monde. Qui est extrêmement bien faite parce qu'en fait, c'est un mix d'incarnation, d'animation dans la vidéo où elle donne plein de conseils et plein de clés pour s'en sortir par rapport à la dépendance affective. Elle s'appelle comment cette fille? Christelle Albaré. Christelle Albaré. Son nom me dit quelque chose. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à un moment, elle aborde la notion de lien fonctionnel versus les liens dysfonctionnels. Et ça m'a fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc les liens fonctionnels dans les relations humaines ou amoureuses, ça va être par exemple l'amour, l'amitié, l'envie. Et les liens dysfonctionnels, ça va être la suradaptabilité, le fait de tout le temps s'adapter à la personne, qui est aussi, je pense, un symptôme, entre guillemets, ou une conséquence de la dépendance affective. Le fait de faire une obsession, une fixette, comme tu le disais, sur certaines personnes, ou de s'oublier totalement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et elle donne aussi la métaphore de la prise, par rapport au fait que les dépendants affectifs sont comme une prise, qui ont tout le temps besoin de se recharger. Comme un plugin. Voilà, c'est ça. Un plugin. Tout le temps besoin de se recharger sur quelqu'un. Et l'idéal, en tout cas, ça serait de pouvoir se recharger tout seul. Donc sur cette chaîne, il y a pas mal de petites infos. Ensuite, au niveau podcast, alors j'ai trouvé un podcast d'hypnose ASMR. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, l'hypnose ASMR? L'hypnose, oui, ça me dit quelque chose, oui. En fait, voilà, exactement, Aurora. C'est une technique d'hypnose avec des chuchotements. Où tu te caresses, t'as dit? Je vais te donner une gifle, mais bien forte. C'est exactement ça, c'est une technique d'hypnose qui est basée en fait sur des chuchotements, des sons, des paroles. Et il y a un podcast qui existe sur l'hypnose pour sortir de sa dépendance affective et vaincre la blessure d'abandon.
Donc ça dure 3/4 d'heure si vous voulez le trouver. Enfin, moi, je l'ai trouvé sur Spotify. Après, moi, je pense qu'on peut essayer, mais le mieux, c'est toujours d'aller voir un professionnel. Oui, Parce que, en fait, quand tu vois un professionnel, t'es pas dans les mêmes conditions. Quand t'es exactement. tout seul à la maison à le faire, t'es pas forcément concentré. Et si il y a du monde autour de toi, il y a l'enfant qui crie ici, il y a le mari qui fait la vaisselle, voilà, c'est compliqué. Alors que quand t'es chez le professionnel, c'est vraiment ton moment à toi. Il y a un cadre qui est posé, parce qu'un cadre c'est très important, mais il y a un Ouais, cadre qui est exactement. posé. Et tu sais pourquoi tu vas là-bas. En fait, vous avez travaillé dessus du début à la fin. Et quand tu sors de là, tu as fait ta séance. Ouais. Et je dirais aussi autre chose. Souvent, les dépendants affectifs n'ont qu'une envie, c'est de sortir de là. Mm. Mais par expérience, en tant que coach, ce qui se passe, c'est que parfois, il faut les rappeler à l'ordre. Parce que comme tu le disais très justement, Maïmouna, au début, on a du mal à gérer les émotions. Et donc, quand le coach, le thérapeute va te pousser dans ces émotions pour que tu puisses justement les gérer, on a tendance à esquiver. Et quand tu es tout seul et que tu as cette sensation négative qui va arriver sur toi, même si tu es en pleine méditation, tu vas avoir tendance à dire bon, bah, je vais partir faire la vaisselle. C'est ça. Ou je vais Ouais. pas... J'ai trop de trucs à faire. J'ai trop de trucs à faire. Pff, Alors ça- qu'un ça- psychologue ou thérapeute, ça encadre vraiment. Voilà, ça encadre, Ouais. en C'est fait. le moment pour soi, en fait. Mais Il va te ramener. Surtout que que ce soit le psychologue, le psychothérapeute ou même l'hypnotiseur, hein, mais il va essayer, quand tu vas essayer de te défiler, il va te faire remarquer que tu es en train de défiler. Exact. Oui. Et il va essayer de comprendre avec toi pourquoi tu te défiles. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu as voulu te défiler en fait. En fait, il va vraiment chercher les causes et ça va être une interaction C'est avec ça, la personne. mais en fait, parce qu'en fait, l'être humain peut changer que quand il commence à comprendre son comportement ou son attitude. Et pour qu'il puisse comprendre ça, il faut qu'il puisse pas se défiler. C'est ça. Donc, le psychologue va pouvoir déjà mettre un cadre, va pouvoir vraiment travailler avec lui. Et quand il va essayer de se défiler, lui faire comprendre, ah là là, mon coco, là, t'es en train de te défiler. Là, il y a quelque chose qui pique et on va Voilà, chercher, on va il y a quelque creuser. chose il y a quelque chose qui pique. Moi, je l'ai remarqué. Je vais faire en sorte que toi aussi, tu en prennes conscience, que quelque chose qui dérange. Et on va travailler dessus pour que la prochaine fois qu'on fasse l'hypnose, que tu puisses aller jusqu'à la fin. En fait, c'est ça le plus. C'est vraiment un accompagnement, on C'est comprend ça. bien. Ouais. Et la dépendance affective, c'est plutôt féminin, masculin, mixte? C'est pas une histoire de... Moi, je dirais que c'est mixte, mais il y a plus de femmes qui sont dépendantes affectives. Pourquoi toujours nous, sérieux? Alors moi, j'ai une théorie, c'est que nous, les femmes, nous avons été éduquées et notre réussite sociale, elle passe la majeure partie des cas par notre réussite personnelle. Ça veut dire que j'ai la sensation qu'on va... Tu vois, de la même manière, la valorisation sociale des hommes, elle va passer par la carrière, elle va passer par l'accomplissement, etc. Et j'ai l'impression que nous, les femmes, on a été élevées et on nous a dit... Ta valorisation sociale, ta réussite sociale, elle va passer par ta capacité à obtenir de la part d'un homme un engagement et d'avoir créé une famille avec cette personne. Ouais. Mais après, ça vient L'éducation de loin. Disney. Non, mais Ah, ça vient de loin. Après, c'est vrai que la société nous a fait comprendre, nous a appris que on a besoin de prouver quelque chose à l'autre pour pouvoir être aimé. Et alors que pas du tout, en fait. En fait, on a plus besoin d'être centré sur nous-mêmes. Exactement. Parce qu'en fait, il faut qu'on apprenne faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir Tout à aimer fait. quelqu'un d'autre et être bien dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, en Et fait. souvent, les personnes qui sont dans une dépendance affective, corrige-moi si je me trompe, elles sont pas forcément épanouies de leur relation parce qu'elles sont souvent dans le reproche, tu fais pas ceci ou j'attends cela de toi. Ouais. Mais en fait, la personne qui est dans la dépendance affective, elle va vouloir que l'autre lui rende tout ce qu'elle a investi. Exactement. Ça veut dire que si elle se donne absolument à 100% pour cette relation, par exemple, qu'elle offre tout le temps des cadeaux et tout, elle va attendre que l'autre lui offre Fasse tout la le temps. même chose, Voilà, ouais. fasse la même chose, en fait. Et s'il ne le fait pas parce que il n'y pense pas, ou s'il ne le fait pas parce que... C'est pas sa façon de montrer de l'amour, voilà, en fait, il y a des façons différentes de c'est ça, montrer de l'amour. la personne, c'est plus avec les actes, et la personne qui est dépendante affective va lui reprocher. Et ça va être plus dans les pics, dans les reproches tout le temps, et ça va finir en conflit dans le couple. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que les personnes qui sont atteintes de dépendance affective, en fait, c'est un frein pour une relation saine. Et tout à Mais fait. réellement. Et je reprends ce que tu disais tout à l'heure parce que pour moi, c'est vraiment le point fondamental pour réussir à s'en sortir de la dépendance affective, c'est l'amour inconditionnel de soi.
tant qu'on n'arrive pas à s'aimer déjà nous-mêmes, on va toujours chercher de combler ce vide. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, on n'a pas assez de valeur et on a toujours tendance à attendre que les autres nous prouvent qu'on a cette même On a cette valeur. valeur, c'est ça. Exactement. Et J'ai trouvé un livre par rapport à ça, justement, Vas-y. Ah, qui est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Je ne Mhm. sais pas si vous connaissez ce livre ou l'auteur. vas-y, là c'est bien. C'est bon, on le Ouais, voit pour, yes. pour Yes. nos internautes. Yes. Là, Qui on est- voit très bien. Qui est Don Miguel Ruiz qui a écrit aussi les 4 accords Toltec. Toltec. Toltec, oui. ouais. Et en fait, ce livre, c'est vraiment sur la maîtrise des relations humaines et comment aimer et comment on devrait s'aimer pour avoir des relations épanouies avec les autres. C'est aux éditions Jouvence et il coûte 8,90 €. Mm. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et celui-là, ça fait partie vraiment de mon top 10 et Mm. j'aurais aimé le lire plus tôt, en tout cas. Merci. C'est bien Donc il y ça. a celui-là qui est pas mal et il y en a un autre aussi qui est Le chemin le moins fréquenté où il y a un chapitre sur la dépendance affective Mhm. et qui revient aussi sur tout ce qu'on a dit, le fait de chercher en l'autre l'amour qu'on n'a pas forcément sur nous-mêmes. Hmm. Aux éditions J'ai lu et qui coûte 6,10 €. Mhm. Et alors celui-là, c'est le best-seller dépendance affective. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un pavé, il faut être prêt. En plus, c'est écrit c'est Je l'ai vu en manif celui-là, il y a des gens qui... J'ai- C'est Femmes qui aiment trop, donc qui a un livre en fait qui revient sur, qui a été écrit par Robin Norwood, Mhm. qui revient sur plein d'histoires de dépendance affective dont souffrent les femmes et sur le fait notamment qu'en général dans les relations amoureuses, quand les femmes aiment trop, elles vont recevoir peu Ouais. en amour exactement. Donc il donne plein d'exemples sur une femme qui va aimer ou qui va s'engager dans la relation à 80%, elle va recevoir souvent que 20% de la part de l'homme. Mais c'est aussi parce qu'elles sont en fait, je dis elles sont, mais c'est pas que les femmes, hein, même les hommes qui sont dépendants, insatisfaits en fait. Tout à Ce sont des fait. personnes qui sont, ce sont des éternels insatisfaits, Insatisfaits, vraiment, exactement. parce qu'ils ont l'impression qu'en fait ils ont jamais ce qu'ils devraient avoir en fait, à la Mhm. hauteur de ce que eux ils donnent. Donc, C'est le ça. problème. Et en plus, ce qui va se passer, au fait, c'est que comme on a, en fait, les dépendants affectifs vont toujours être très serviables à la base. Ils vont essayer de toujours faire plaisir à l'autre. Mais là, on revient sur les liens dysfonctionnels, le fait de C'est toujours ça. être en suradaptabilité Exactement. et en oubli de soi-même. Sauf que à partir du moment où ils vont commencer à comprendre que justement n'auront jamais ce que eux ils estiment avoir donné en quantité, là ça peut partir en cacahuète, mais d'une telle violence. C'est-à-dire que d'un coup, une personne qui était adorable avec toi, elle va te traiter comme du poisson pourri et tu vas pas comprendre. Et en fait, les gens globalement ils disent mais t'as bu ou t'as fait un truc parce que t'as pris des coke. C'est pas possible parce qu'ils sont tellement Il y a un décalage. il y a en un fait. décalage entre la Exactement. façon dont elle s'est toujours comportée, ou il s'est toujours comporté, et la façon dont il ou elle va se comporter en pleine crise quand vraiment elle en peut plus. Mais le pire... C'est un Vas-y. peu, pardon, c'est un peu à l'image de. Souvent on dit, tiens, voici ma moitié. Ouais. Donc cette communication, elle est pas bonne du coup. Non, Parce pas que du tout, on est Ça- d'accord. on considère que du coup on n'est pas pleinement en fait en vie. Absolument. J'ai besoin de me compléter, d'avoir Ouais, une moitié avec exactement. moi pour. Mais les relations sentir en fusionnelles, équilibre. c'est pas bon sur le long terme. Oui, De sur le toute long façon, terme. c'est destructeur. Hein. On est Ah d'accord. ouais. Ouais. Après, pour revenir justement sur ce qu'on disait sur le 80-20 en termes de relation, moi je dis toujours qu'une relation c'est comme un pont. Et pour qu'une relation. Enfin, pour. Oui, moi je dis toujours que. Pardon. Moi je dis toujours qu'une relation c'est comme un pont. Et pour que la relation se fasse et que la relation soit saine, les deux doivent se retrouver approximativement à moitié du pont. C'est ça. Et là où effectivement il y a un piège dans lequel les gens, et notamment les gens dépendants affectifs, vont tomber, c'est que ils vont voir que l'autre en fait va faire le minimum effort pour Atteindre le pont. pour avancer dans le pont, et donc ils vont traverser l'intégralité du pont. Et c'est là en fait où il y a un début de... Et ils vont souvent reprocher à l'autre personne de ne pas avoir traversé aussi. Exactement, mais en fait ils vont se dire d'un côté, c'est soit je retourne de mon côté du pont et je vais voir si je peux traverser le pont avec quelqu'un d'autre, créer une relation plus égalitaire avec quelqu'un, parce que l'autre personne ne s'investit pas assez selon moi, ou alors effectivement ils vont justement continuer à faire justement la majeure partie du travail. Or, c'est là où il y a une dynamique qui s'installe, et je dis toujours qu'on enseigne aux gens comment nous traiter. Et puis j'ai tendance à dire aussi qu'on tombe amoureux aussi, entre autres, parmi d'autres facteurs, de l'investissement dont on fait preuve. Ça veut dire que plus quelqu'un va s'investir en toi, plus quelqu'un va s'investir dans un lien avec toi, plus il va tomber amoureux de toi parce qu'il s'investit en toi, parce qu'il met de l'énergie, de la ressource en toi. Et là où on se retrouve dans un espèce de piège, c'est qu'on se retrouve avec justement quelqu'un qui va être très évitant, même si c'est un terme psychologique que je maîtrise pas super bien, mais quelqu'un qui va être plutôt évitant, et quelqu'un qui va justement être plutôt justement en surdemande, et parce que justement, l'autre, on ne lui a pas, en étant dépendant affectif, si j'ai bien tout compris, on ne lui a pas donné l'opportunité justement de s'investir en nous, en fait, d'investir dans notre lien lui-même, de traverser sa part du pont, et donc de tomber amoureux un peu du trajet, enfin de tomber un peu amoureux justement de la relation et de nous, parce que lui-même, il leur a mis un petit peu de ressources en fait en nous.
Mm. Et je pense une des premières étapes qui est plutôt pas mal, c'est d'expérimenter justement le fait de se faire passer en premier, de ne pas... C'est ça. Exactement, Oui. parce que quand on Oui. se ressent sur soi, déjà, on arrête de faire une fixette sur l'autre, sur la relation, et puis on a conscience aussi de sa propre valeur. Absolument. Et puis même d'expérimenter ça. C'est une conversation que j'ai eue avec une amie récemment, et justement, elle qui était dans le sens, qui était justement dans cette relation qui était dysfonctionnelle avec quelqu'un, où l'homme, en gros, disait « je sais pas trop ce que je veux de toi », et elle continue à attendre désespérément. À un moment, elle a dit « ok, j'arrête de l'appeler, j'arrête d'essayer », et je lui dis « on ne veut pas les mêmes choses et c'est fini », et elle m'a dit ce truc que j'ai trouvé incroyable, et j'étais à 100% d'accord avec elle. Elle m'a dit « je crois que j'ai accompli quelque chose de super pour la première fois de ma vie. Je me suis fait passer en premier. » Parce qu'elle a posé ses limites et qu'elle a dit non. Elle s'est conquise elle-même. Et c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, tu l'as peut-être perdu lui, on ne sait pas, mais en tout cas, toi, tu t'es gagné toi. Ça n'a pas de prix. Exact. Et expérimenter. Tu me dis là ce que t'en penses, mais j'ai la sensation que, et je l'ai vécu aussi, expérimenter de se faire passer en premier quitte à perdre l'autre, et de se rendre compte qu'on n'est pas mort, et de se rendre compte qu'on est mieux. L'expérimentation de ce phénomène-là fait qu'on est un petit peu mieux après dans ses baskets, et on apprend justement à poser ses limites, et on se rend compte en fait de ce que les gens peuvent nous demander ou pas. Bah, c'est tout à fait ça. Concrètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi-même, bon, je suis psychologue maintenant, mais... Tu es un humain aussi. Voilà, je suis un être humain aussi, mais moi-même, j'ai été dépendante affective. Quand j'ai commencé mes études, donc en licence à peu près, j'étais très, très dépendante affective. Pourquoi ? Mais que ce soit de mes amis, que ce soit moi, c'était plutôt dans les relations amicales. Et ça vient d'où ? D'où venait cette dépendance affective ? Ah, tout ça, c'est une histoire. C'est personnel, hein. Ben, C'est super personnel. on m'a demandé de creuser, je creuse. Ouais. L'intervieweur fou, il fait son job. Il va aller jusqu'au fond. Non, C'est l'arroseur arrosé. non, d'où ça vient, j'avoue que je ne pourrais pas le dire. Ah ouais ? Non, je ne pourrais pas le dire. Après, c'est vrai que je suis issue d'une famille africaine où on est 5 enfants. Donc, comment dire ça non, je saurais pas dire. Après, l'histoire, elle est propre à chacun. Parce que c'est soit lié au manque d'affection dans l'enfance, soit du coup, ça peut être lié à une rupture amoureuse. Moi, je sais que c'est au manque d'affection, mais je peux pas dire que c'est vraiment ça parce que les familles africaines n'ont pas cette habitude de montrer leur affection, surtout les parents. Ils ont de l'amour pour nous, on peut le voir parce que on a un toit sur la tête, ils nous nourrissent. Il y a plein de trucs que mes parents ont fait pour moi et je sais très bien qu'ils m'aiment, et même même aujourd'hui, je sais qu'ils m'aiment. Mais je veux dire, c'est plus l'affection comme on me l'a appris à l'école où ton parent te dit tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pour ça que je dis que la société joue aussi, parce que la société m'a fait croire, on va dire, que j'ai absolument besoin que mes parents me disent je t'aime pour être sûr qu'ils m'aiment. Ouais, c'est toujours une question de perception, parce que c'est pas une question que d'enfant battu ou des choses du genre. Ça, en fait. C'est vraiment comment l'enfant il a perçu, et imaginons comme elle disait Maïmouna, si on évolue avec des petits copains d'école, etc., où ils te disent ah maman elle vient tout le temps me faire des bisous, etc., et que tu vois que ta mère te le fait pas, du coup tu vas te sentir un de ça, alors que ta mère elle fait rien peut-être d'exceptionnellement mal, c'est juste qu'elle est différente. Et c'est en fait, comme on se compare toujours aux autres et tout ça, et ben on peut nous-mêmes avoir cette perception de ah ouais, mais peut-être on n'est pas assez pour être aimé. Mais surtout qu'en fait, il y a plein de trucs autour. Concrètement, les parents, ils peuvent faire plein de trucs autour pour montrer qu'ils t'aiment, mais juste ce petit truc qu'on t'a dit, si tes parents te disent pas je t'aime, c'est qu'ils ne t'aiment pas forcément, et ça... Ouais, c'est vraiment la société, alors qu'il y a des façons tellement différentes de montrer l'amour, dans les actes. C'est dans les vraiment cadeaux, ça. les services. Et moi à cette époque-là, j'avais pas encore tout ce recul-là, même par rapport à mes parents. J'étais encore une adolescente, donc j'avais pas vraiment tout ce recul-là. Et c'est vrai que j'étais encore dans cette perception de me dire, mes parents ne m'aiment pas parce qu'ils me disent pas je t'aime. Et comment t'as fait pour t'en sortir, justement ? En fait, c'est un jour, je suis tombée en dépression.
Ah. Ouais, je suis tombée en dépression. J'avais un ras-le-bol, donc je suis tombée en dépression. Et j'étais toute seule chez moi. Et j'avais cette habitude, donc pour commencer, j'avais cette habitude d'avoir toujours besoin de mes amis. Il fallait absolument que je sois avec eux. Je ne pouvais pas rester toute seule chez moi. Donc, j'avais mon appartement toute seule, mais je ne pouvais pas rester toute seule chez moi. J'avais besoin d'appeler quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est occupé ou pas, si je peux passer ou est-ce qu'elle peut passer. Donc, c'était très compliqué pour moi de rester seule. Et en fait, donc quand je suis tombée en dépression, j'ai vu personne. J'ai vraiment vu personne, mais j'étais vraiment dans un sale état que je n'avais pas la force d'aller vers mes amis pour leur dire « Hey, je suis en dépression, venez m'aider s'il vous plaît ». Donc, ce qui fait que j'étais en dépression et j'ai dû surmonter ce pas-là toute seule. J'ai vraiment dû surmonter ce pas-là toute seule. Et ce qui fait que ça m'a appris que je pouvais être seule et que j'avais pas besoin forcément des autres pour pouvoir exister et j'avais pas besoin d'eux pour pouvoir vivre en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me détacher et quand je suis sortie de ma dépression, j'ai repris ma vie et j'ai su mettre mes limites. Ça me fait penser à un article que j'ai lu sur l'humoriste Tristan Lopin. Est-ce que vous le connaissez ? Il a conçu un spectacle sur la dépendance affective, donc il s'intitule Dépendance affective, et il revient exactement sur ce que tu as dit. Bon, lui, c'était à la suite d'une rupture amoureuse, où il s'est retrouvé tout seul pour la première fois. Il a dû faire ce travail d'introspection sur lui pour sortir de la dépendance affective. Et il a créé un spectacle qui s'appelle Dépendance affective, malheureusement qu'on ne peut pas voir à cause du virus. Mais j'ai l'impression que la dépendance affective, c'est aussi dur à déterminer que le coronavirus. Ça me faisait penser à ça tout à l'heure. On a du mal à y mettre un cadre. Il y a quand même des tests qui existent sur Internet ou plein de petites vidéos sur YouTube sur évaluer votre niveau de dépendance affective. Donc je pense que c'est une première étape, en tout cas, avant d'aller voir un psychothérapeute. Mais dis-toi que si tu n'arrives pas à rester tout seul, tu vois, si tu n'arrives pas à rester tout seul, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tous les dépendants affectifs. Oui. Et que... Après aussi, si tu as la peur de l'abandon. C'est ça. Si tu as peur d'être abandonné, si tu as, par exemple, si tu as peur que la personne avec qui tu es te laisse parce que tu te dis, en fait, je vais jamais retrouver quelqu'un derrière, tu es dépendant affectif de cette personne-là. Si tu as la peur d'être seul, comme j'ai dit tout à l'heure, la jalousie maladive, ça joue aussi. J'avais noté le manque d'estime de soi, ça joue aussi dans la dépendance affective. Il y a aussi l'anxiété et la dépression après une rupture. Donc, si suite à une rupture, tu es en dépression et tu te dis, mais sans cette personne, je ne peux pas vivre, tu as l'impression que tout ce qui est autour de toi s'écroule, et en fait, tu es dépendant affectif. Ouais. Et si tu enchaînes aussi les histoires pourries. Oui, c'est-à-dire que, en fait, dès que le mec ou la fille est pourri, c'est pour toi. Parce que ça veut dire que quelque part, à chaque fois, tu te dis, je ne vais pas chercher des gens trop bien, parce que moi, je ne suis pas assez. Donc, je ne peux pas retenir quelqu'un. C'est ça. Et si tu tombes amoureux rapidement, ça veut dire que si tu rencontres une personne et directement tu tombes amoureux, mais à chacune de tes relations, c'est la même chose, et tu es dépendant affectif. Parce que tu as l'impression que tu es amoureux, parce que c'est vrai que l'émotion qu'on ressent quand on est amoureux et quand on est dépendant affectif, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose de très très fort. Et les dépendants affectifs vont prendre ça pour de l'amour en se disant c'est parce que je suis amoureux de cette personne-là, alors que pas du tout en fait, c'est juste que tu es dans le besoin. Justement, j'ai une question. Oui. On lui dit quoi à l'autre ? À l'autre. Comment ça ? Parce qu'on parle on parle de la personne qui est dépendante, féminin, affective. Oui. Là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui lui, je ne vais pas dire victime, mais en tout cas vit avec quelqu'un qui est dépendant affectif. Quel conseil on pourrait lui donner à cette personne-là, qui vit avec quelqu'un qui a cette dépendance ? Moi, je conseillerais à cette personne-là de, dans un premier temps, essayer de mettre... déjà, si elle y a cette personne-là, moi, j'aimerais bien... Je prends l'exemple du sport, encore une fois. Mais moi, je suis un sportif. J'aimerais bien faire du sport tout seul. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi ? Quelle est l'activité qui te fait plaisir, dans laquelle tu t'épanouis ? Pendant mon temps de sport, prends ce temps-là pour faire ton activité. Essayez de faire en sorte que cette personne arrive de temps en temps à être seule et à se rendre compte qu'en fait, même toute seule, elle peut s'épanouir. Ensuite, si c'est très, très compliqué que cette personne, parce que le dépendant affectif aura du mal à laisser son conjoint ou sa conjointe, surtout qu'elle n'a pas encore accepté, peut-être qu'elle n'est pas encore consciente qu'elle est dépendante d'affection. Et donc, du coup, comment son conjoint ou sa conjointe, peu importe, va pouvoir
l'amener à ce sujet-là sans qu'il y ait de discorde, et surtout comment, parce que ça peut être cette personne aussi la solution justement, et d'essayer de trouver le Tu sais bon quoi, équilibre. moi je te dirais un truc. Si tu es avec quelqu'un et tu te rends compte que cette personne, par exemple, elle te trace, elle prend ton portable quand tu es sur le canapé, elle a trouvé ton code, tu l'as chopé en train de dépier sur tes mails. Malsaine, Voilà, tu te rends compte de ça. C'est-à-dire qu'après, c'est à toi. Toi, même avec tout l'amour que tu peux lui porter, tu peux pas la convaincre à faire des actions qu'elle ne veuille pas déjà faire d'elle-même, tu vois. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est juste, encore une fois, ou tu l'aimes inconditionnellement, c'est-à-dire que tu vas pas poser des conditions, tu dis, OK, bah, j'accepte qu'elle soit comme ça, ouais. qu'elle soit comme ça, et OK, et en l'aimant comme ça, je vais la rassurer, parce que quelque part, tu vas pas réagir, tu vas pas dire, ah, mêle-toi de tes affaires, etc. Et si c'est toxique? Et si c'est toxique, bah, après, c'est à toi de poser tes limites. Tu vois, tu poses tes limites, c'est la même chose pour les deux côtés. Tu poses tes limites, c'est-à-dire que tu dis vraiment là. Et par contre, tu le fais au début, c'est-à-dire que quand tu commences à voir que la fille elle t'épie et tu n'en peux plus, enfin, tu n'attends pas de ne plus en pouvoir. Tu vas la voir et tu vas lui dire, écoute, là, je comprends ton état de, voilà, tu penses que peut-être je te cache des choses, etc. Maintenant, moi, plus que te dire qu'il y a rien, je peux pas faire. Par contre, si la prochaine fois je te chope en train de chouraver mon portable et de regarder mon code, je suis désolée, ça sera terminé. Parce que moi-même, c'est pas par rapport à toi, mais moi-même, j'ai besoin pour être bien avec moi-même, j'ai besoin de pouvoir me sentir dans une relation en liberté, dans une relation amoureuse. Par contre, si tu fais ça, parce que ça poser des limites, ça suffit pas de le dire. Si la personne, elle retombe là-dedans et tu la chopes en train de te choper ton portable, tu te barres. C'est-à-dire que sinon la personne va dire, bon, ok, il rigolait. Il faut montrer en fait que trop c'est trop. Faut être cohérent, faut être congruent. Dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de témoignages. S'il y a des mariés, tu t'en es pas aperçu. Tu t'es pas aperçu avant. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut être cohérent aussi. Et il n'y a rien de pire que l'incohérence pour les gens. Quand tu poses tes limites avec des gens, la pire chose que tu puisses faire, c'est dire une chose et en faire une autre. C'est ça. Parce que là, clairement, le message que tu renvoies, c'est je suis pas très fiable. Je parle dans le vent. On s'en fout. Je parle dans le vent, il n'y a pas de problème. Après, moi, je suis pas trop pour quitter la personne directement, parce que comme Bien il a sûr. dit, si la personne est mariée, si effectivement il y a des enfants, ou si même tu aimes tellement cette personne que non, t'as pas envie. Tu veux C'est une trouver des solutions. rééducation en fait à faire. Voilà, tu veux trouver des solutions. Et donc tu peux l'inscrire dans des trucs de développement personnel. Tu peux lui dire, bah chérie, je pense que on a un manque de communication et on pourrait faire une thérapie de couple. Ouais. Comme ça, tu ne l'incrimines pas, Oui. mais tu te mets aussi dans le bateau en disant, moi aussi, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je pense que tous les deux, on devrait travailler ça. Et quand vous allez voir le thérapeute, bien sûr que il va se rendre compte que, ça se trouve, il va se rendre compte que, en fait, c'est elle qui est dépendante affective ou c'est lui. Et donc, il va plus diriger le travail sur ça, en fait, mais pas directement le quitter. Oui, non, mais moi, l'équité, c'est si vraiment la situation devient insupportable, Oui. parce que moi, je pars de l'idée qu'on ne puisse pas changer l'autre. Donc, bien sûr, tu peux t'engager avec l'autre si ça part tout le temps d'un sentiment d'amour. Donc, si toi, tu es dans l'amour inconditionnel envers cette personne et que tu as envie de l'aider, bien sûr, pour ne pas la blesser, etc., tu peux faire ce que tu as dit, et je trouve que c'est très bien même de s'impliquer, que voilà, tu fais une thérapie de couple, etc. Par contre, si tu souffres, si la personne ne change pas, tu n'as aucun contrôle au fait sur ça. Ou tu l'aimes inconditionnellement et tu acceptes, ou tu te barres. Mais ça ne, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux faire toutes ces thérapies-là pour qu'elle se rende compte, et qu'elle se rende compte de son problème et qu'elle essaie de le changer. Mais il faut que ça vienne d'elle-même. Oui, Et nous, on ne peut pas être là en train de dire « je t'aime si tu changes ». Exactement, et puis de toute façon, si le problème n'est pas guéri, après il est reporté dans la relation suivante sans cesse, parce que c'est vraiment un problème intrinsèque qui appartient à la personne. Exactement. Et comme tu me disais, c'est super important de poser ses limites dans l'idéal dès le début de la relation, parce qu'après, au milieu de la relation, à la fin de la relation, c'est un peu trop tard. C'est ça. Oui. C'est ça. D'ailleurs, pour parler de nos expériences personnelles, c'est un petit peu ce qui s'est passé de mon côté. J'ai testé pour vous. Ah, C'est la chronique. on arrive à la troisième partie, les gars. C'est une transition incroyable, on est d'accord. Vas-y, parfait. Jingle. Justement, en fait, c'est assez drôle qu'on en parle aujourd'hui. Moi, je dirais que ma sortie de dépendance affective, elle s'est faite en plusieurs étapes. Il y a eu une première fois où j'ai eu l'impression d'être sortie de ma dépendance affective quand, justement, j'étais accro à ce type, donc fixette, bien comme il faut. Et que, justement, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu le moment où j'ai lâché prise. C'est le jour où il m'a dit... où je lui ai dit, mais qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce que je représente? Et il m'a dit, tu sais quoi?
on en parle, mais là, pour le coup, on n'a pas le temps, alors je t'appelle. Je t'appelle ce soir. Il a fait de la l'hypnose. ASMR comme ça. Ouais. Et après, j'ai regardé mon téléphone comme ça tout le week-end en faisant. Il il t'a m'appelle pas Il t'a pas. pas appelé. C'est horrible cette sensation. Ouais. On se connaissait en plus à cette époque, toi et moi. Tu Ah. sais c'est qui. Ok. Et le pire, On c'est veut que... le nom. Non, jamais. L'adresse, Idriss. Ok. Et du coup, je l'ai pas... Je l'ai laissé ne pas me rappeler en fait. C'est incroyable. C'est bien. Je l'ai laissé pas me rappeler. Genre j'ai chialé toutes les larmes de mon corps, j'ai écouté du Hélène Ségara, tout ce que vous voulez. J'étais là, tu vas me quitter, j'en pouvais Elle plus. chante comme ça? Ouais. Non, mais. Avec le trémolo et tout. Je pleurais comme une grosse... bref. Et en fait, et puis, un jour, il m'a rappelé au bout de 2 semaines. Et il m'a fait, au fait, salut, je devais pas te rappeler. Je fais, non mais en fait, c'est plus nécessaire. Il m'a dit pourquoi. J'ai fait parce que... Moi, Je quand suis passée à autre chose. Bah non, c'est déjà, mais je lui disais surtout, mais en fait, quand je voulais qu'on parle, pour savoir ce qu'on était, j'avais besoin d'informations. Et ton silence était une information. Donc tu n'as plus rien à me dire. Et le fait de Ouais. l'avoir retrouvé... Le un silence petit peu- est une réponse. Complètement. Et le fait de l'avoir retrouvé décontenancé, j'ai fait... Ça m'a fait du bien. Et après, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai fixé sur ce type ? Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que ce mec représentait des choses pour moi. Il était ambitieux, il était impliqué, il était drôle, il était charismatique. Et il avait ce côté, justement, forcené du travail, hyper charismatique et tout. Je me suis dit, mais au lieu de courir après ce genre de mec, pourquoi est-ce que je m'attribuerais pas, en fait, ces propres qualités-là ? Pourquoi est-ce que je bosserais pas, moi, à devenir, en fait, et à m'approprier les qualités que ce mec voulait ? Et j'ai bossé sur moi. Donc, tu as encore bossé sur toi. Tu vois, la solution, c'est toujours se ça, recentrer. C'est un Se recentrer. éternel recommencement et continuation de travail sur soi. Est-ce que Idriss ou Mégane, parce que là, du coup, on a eu déjà 2 dépendantes affectives. On est là. Est-ce que On représente une psychologue. Exact. Alors moi, j'ai pas été dépendante affective, mais j'ai une amie qui a été dépendante affective. Et en fait, elle a utilisé une technique de psychologie à distance avec la clinique e-santé, qui propose en fait une formule hebdomadaire à 47 € par semaine ou mensuelle à 197 € par mois, où on peut être en contact quotidiennement avec un psychologue, des psychothérapeutes qui nous proposent des exercices. Et je sais que ça l'a aidé en tout cas. Et j'ai également trouvé aussi Alexandre Cormon, qui est un coach mondialement je réputé connais bien. On connaît, ouais. en séduction, qui propose un programme de 21 jours sur sortir de la dépendance Les affective fameux 21 jours, il fallait les caser. Voilà, c'est fait. à 29 €, en tout cas pour les D'accord. personnes qui veulent regarder de ce côté-là. Très bien. Et toi, Idriss Juste poser une Oui, petite question. vas-y, Le truc de Maïmouna. psychologie, est-ce que c'est centré que sur la dépendance affective ou sur tout? Non, c'est centré, surtout ça permet d'être Ouais. en contact avec un Un psychologue 24 heures sur 24 en faisant des mémos vocaux sur WhatsApp, des visios, des écrits, dès que la personne a un besoin en fait. Parce qu'ils se D'accord. sont rendus compte que, peut-être tu me diras le contraire, que la plupart des personnes qui vont en psychothérapie oublient une bonne partie de la séance si elles n'ont pas de rappel après par la suite, et ça permet d'avoir des consultations suivies mensuelles, hebdomadaires, illimitées. D'accord. Bah, en tout cas, pour les personnes qui écoutent, ça veut dire que comment dire ça? C'est une alternative et c'est pas centré que pour la dépendance affective, mais pour plein d'autres problèmes. Ok. Et toi, Idriss Joker? Non, ça compte pas. Alors, t'es pas obligé de l'avoir été. Non, T'es ça pas marche obligé pas. de l'avoir été. Non, mais- alors je pense que je l'ai été. Hmm. Je pense que je l'ai été quand j'étais adolescent, Il est quand pas j'étais convaincu, jeune, naïf. Si, je pense que je l'ai été, mais je sais pas si ça compte, parce que tu sais, quand t'es adolescent, tu fais, Ouais. enfin voilà, t'as des relations où c'est tout et n'importe quoi. Donc, je pense. Mais j'ai eu la chance d'avoir été très tôt dans le développement personnel. Hmm. Donc, j'ai eu cette chance dès 18-19 ans d'avoir cette habitude à me centrer sur moi-même, etc. Je vous ai souvent parlé du livre L'effet cumulé de Darren Hardy, où en fait, il parle de plein de choses. D'ailleurs, il parle plutôt de la réussite. Mais moi, je retiens, et je l'ai lu il y a 10 ans ce livre, mais plutôt de ses conseils sur les relations, tu vois, sa manière qu'il a eu de sauver son couple, ou même comment trouver sa femme, tu vois, ça il l'explique très simplement. Ça rejoint ce que on dit Lula, Lula. Ici, c'est Lula. Alors on dit ce que Lula disait tout à l'heure, de devenir la personne que tu recherches. Et ça, en fait, il l'explique justement, qu'il a d'abord listé toutes les qualités qu'il voulait en fait trouver chez sa future femme. Il l'a listé, il l'a écrit, et avant de trouver cet homme, il est d'abord devenu en fait ce qu'il convoitait. C'est intéressant, comme ça annihile entre guillemets le besoin d'aller chercher ça chez l'autre personne. c'est ça. C'est la loi d'attraction un petit peu, on peut en parler. Ouais. Après,
à titre personnel, moi je fuis la dépendance affective. J'ai déjà rencontré ça, j'ai déjà vécu ça. Avec quelqu'un, tu veux dire? Ouais, je le comprends, je le conçois, mais je ne supporte pas ça. Je reste convaincu que l'amour, peu importe le type de relation, c'est aimer sans rien attendre en retour. C'est peut-être même un titre de musique, ça. Ouais. Oui. Je pense qu'il faut... Le problème, parce que j'ai entendu beaucoup ça ce soir, c'est d'avoir des attentes, des ça. attentes. Avoir des exigences, ça, c'est très important. Mais avoir aimer en ayant des attentes, ouais, c'est sûr tu vas avoir des galères et tu vas souffrir. Je C'est reste ça. convaincu de ça. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. Parce que quand tu vas vouloir, quand tu as des attentes, et je dirais, je pousserai le bouchon plus loin, c'est quand tu as des attentes, elles ne sont pas satisfaites et tu souffres parce qu'elles ne sont pas satisfaites, parce que tout le monde a le droit d'avoir des attentes. Mais après, ok, l'autre personne ne fait pas, tant pis. Si par contre tu souffres, si l'autre ne fait pas ce que tu te demandes de faire, c'est là où, au fait, c'est comme si on avait un manuel. C'est-à-dire qu'on a le cahier des charges. La femme parfaite doit faire ça, ça, ça. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Le mec parfait doit faire ça, ça, ça. Et le problème, c'est que dès qu'on a cette espèce de manuel, on veut obliger l'autre personne à devenir celle que nous, on a décidé que le bon mari, la bonne femme doit être. C'est le problème de la quête de la possession, de vouloir posséder. Il y a une personne il y a très longtemps qui m'a sorti une belle phrase. Le problème des humains, c'est que dès qu'ils voient une jolie fleur, ils veulent l'accueillir. Et dès que tu prends cette fleur, elle Elle est fane. morte. Ouais. Exactement. Et c'est le problème dans les métaphore. relations de couple de vouloir posséder. Et cette possession, je pense que c'est extrêmement Mais en tout toxique. cas, tout le livre La maîtrise de l'amour, c'est vraiment sur ce qu'on est en train d'échanger. Hein. Je vous le conseille vraiment. 8,90 €. 8,90 T'as des actions ou comment ça se Ouais. passe? Et c'était hyper intéressant de parler de ça. Moi, je vais vous raconter juste rapidement parce que là, on est déjà hors temps. Concrètement, je pense que on parlait de culture africaine, mais c'était aussi la même chose un petit peu pour la culture italienne. Je disais tout à l'heure qu'on passait du papa à le cadre vraiment cocooning familial. En plus, je sais pas en Afrique, mais en tout cas en Italie, moi, famille nombreuse. Donc, en fait, jamais seul. C'est-à-dire que où il y avait le chien, où il y avait la grand-mère, où il y avait le frère et la sœur. Mais genre, seul, ça n'existait pas. Et j'arrive en France et mon fiancé, à l'époque, il bossait, quoi. Moi, j'étais étudiante, mais lui, il bossait. Donc, j'étais en panique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester toute seule à la maison. Mais je vous dis, pas possible. Donc, du coup, je faisais les tours d'un Paris, parce qu'à l'époque, on habitait en banlieue. Donc, je faisais les tours d'un Paris. J'attendais 19h pour qu'on puisse se retrouver à la gare et rentrer ensemble. J'ai traîné à la bibliothèque pour faire mes devoirs, parce qu'en étant étudiante, j'avais des devoirs. Mais je ne voulais pas rentrer toute seule à la maison. Et quand il est arrivé qu'il soit en déplacement, parce que ça pouvait arriver qu'il soit en déplacement professionnel, j'allais dormir à la CTU, chez une copine, dans une piole, par terre, parce que je ne voulais pas être toute seule. Donc tu Ouais, l'étais, oui. tu étais dépendante affective. Clairement. Parce qu'en fait, et en plus, bref, la banlieue à l'époque, c'était pas super cool dans le sens où tu te retrouves tout seul, sans véhicule, tu peux pas faire grand-chose. Et du coup, j'ai fui et vraiment, je devais être avec du monde. J'étais tellement pas habituée à être toute seule que pour moi, c'était un truc impossible. Et ça a changé à partir du moment où j'ai commencé, encore une fois, à me recentrer sur moi-même, à développer des passions, à faire de la danse, au fait, du tango et ensuite de la pole dance. Et du coup, vraiment dire, OK, je vais développer tout mon univers à moi, en fait. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous a un univers à soi. Le problème, c'est que quand on est habitué à être pour les autres, on s'oublie. En fait, on sait même pas, on se connaît pas. C'est même pas qu'on s'oublie, c'est qu'on se connaît pas. On sait pas ce qu'on aime. On s'abandonne en fait. Hein. Oui. On s'abandonne soi-même pour l'autre. On est C'est ça. abandonné, en plus on s'abandonne. Oui, c'est donc ça, il en reste fait. plus Mais, grand-chose. est-ce qu'on s'attache et on s'abandonne avec une flèche qui nous illusionne ou pas? Et les gars, en tout cas, moi, je remercie. On arrive à la fin de cette émission. J'étais ravie d'avoir avec moi Maïmouna, psychologue. Je voudrais te un poser la plaisir. question. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on aurait besoin de tes services? Plus sur Instagram, parce que pour le moment, j'ai pas encore ouvert mon cabinet. Donc, ce serait plus sur Instagram et c'est sous le pseudo Mooncare. Donc, c'est Moon, M-O-U-N-E, .care, C-A-R-E. Super. Donc, sur YouTube aussi. Sur Instagram et YouTube, c'est... C'est le même pseudo. C'est ça. Ok, donc Care. Et bien sûr, je remercie aussi Lula Morales. Et où est-ce qu'on peut retrouver Lula? Sur ma chaîne YouTube, Lula Morales, E-U-L-A, plus loin, Morales, M-O-R-A-L-E-S. Super. Et sinon sur lulamoralescoaching.com.
Nickel. Et ben, je remercie donc nos invités. Je remercie le chroniqueur fou, pas le chroniqueur, l'intervieweur fou, Idriss. Salut, bonne soirée, à Non, bientôt. il faut que tu le dises en ASMR. Ah, salut, bonsoir. Salut, il y a Paris-Marseille ce soir. Et merci aussi à Mégane. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Vous faites flipper ce soir. Merci à tout le monde. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye, Ciao. bye, bye, bye. Ciao, ciao.